Chapitre 4. La vérité. Les bras le long du corps, les pas de plus en plus lents, les sourcils légèrement froncés et mâchouillant les lèvres. C'est ainsi que le jeune homme quitta la grande bibliothèque Syros, refermant derrière lui le deuxième battant de la grande porte. Il était plus que rare de voir le jeune Eliakim dans ces grands moments de questionnement. Et il ne pouvait depuis se tirer de la sphère interrogative qu'il s'était créée au sortir de ces différentes images et paroles qui sans cesse lui taraudaient l'esprit. « Oh là, qu'est-ce qui te prend? Regarde s'il te plaît où tu mets le talon vectoré !» cria de vive voix l'être à bord de son Lévix, qui s'était heurté de justesse à Eliakim. « Excusez-moi, » s'excusa le jeune être, mi-humain d'apparence, avant de s'empresser de quitter la voie de transport sur laquelle il se trouvait. Dès lors, il s'efforça de revenir totalement à lui-même, essayant tant bien que mal de maintenir sa lucidité, au moins jusqu'à son dormitorium. Voici maintenant 2 jours que le garçon n'était plus sorti de sa chambre. 2 jours pendant lesquels il chercha réponse à toutes ses interrogations sur base de ses propres connaissances sans succès. Il garda pour lui chaque détail de son expérience dans Evanum Exiras, jusqu'à ce qu'il aille à la rencontre de son maître, Félénor, duquel il espérait obtenir quelques réponses. Depuis son retour de cette farouche expérience, une chose était certaine, c'est qu'il n'était plus le même. Cette expérience l'avait changé, fait de lui une personne qui observe plus, qui analyse plus le fond des choses et les différentes actions posées autour de lui. C'était maintenant dans le grand hall de son dormitorium qu'il se rendait. À quelques mètres de lui se trouvait un groupe de Xéros de sa catégorie qui débattait d'un sujet qui, aux yeux du jeune Eliakim, n'était pas d'un si grand intérêt, ou du moins ne faisait pas l'objet de ses actuelles réflexions. C'est au fond de la pièce qu'il prit place, à l'endroit habituel de leur rencontre. Et le jeune garçon, qui depuis ne s'était pas reposé de toutes ses recherches, s'assoupit un moment, attendant que son maître le rejoigne. Quelques minutes plus tard, Félénor apparut à l'endroit même et constata un Eliakim épuisé. Alors, il posa délicatement ses mains sur les épaules du jeune garçon, tentant de le réveiller. « Eliakim, Eliakim, Eliakim » fit-il à l'entité à la corpulence astrale. Qui était-il? Pourquoi était-il là?
Quel est le sens de toutes ces choses? Sursauta le jeune Eliakim, qui avait été brusquement tiré de son sommeil. Eliakim, 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 fit-il à l'entité à la corpulence astrale. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Quel est le sens de toutes ces choses? Sursauta le jeune Eliakim, qui avait été brusquement tiré de son sommeil. Eliakim, de quoi parles-tu? Es-tu certain de t'être reposé ces derniers jours? S'étonna tout de suite son maître. Désolé, maître, j'étais plongé dans mes réflexions. Mais il y en soit loué que vous soyez là. J'ai tellement de choses à vous demander, dit le garçon avant de sortir son appareil électronique dans lequel il avait tout noté. Lorsqu'il l'eut sorti, Félénor le prit, puis fouilla un tout petit peu sur l'engin, avant de remarquer une chose pour le moins inhabituelle. Mon garçon, je te connais très chercheur, mais combien de livres as-tu consulté ces derniers temps? Que cherches-tu? Je m'inquiète pour toi, affirma le magnat alors qu'il remettait l'appareil entre les mains du garçon. Eh bien, maître, vous vous souvenez de m'avoir envoyé dans Evanum Exeras, n'est-ce pas? Demanda le garçon qui avait les yeux scintillants. Oui, bien sûr. Aurais-je commis une erreur en le faisant? Demanda Félénor à son disciple. Non, pas du tout, maître. Mais j'y ai vu des choses étranges qui, depuis lors, me poussent à la réflexion. Voilà pourquoi je fais toutes ces recherches, expliqua Eliakim. Je comprends mieux. Voilà donc ce que nous allons faire. Tu vas te calmer, reprendre tes esprits comme je te l'ai appris et m'expliquer dans les détails tout ce qui s'est passé, suggéra calmement Félénor. D'accord, maître, acquiesça le jeune garçon avant d'entamer le récit de son expérience. Eliakim commença donc par lui expliquer son expérience dans le miroir et l'incroyable lumière qui s'y était échappée, lui donnant accès aux étages cardinaux. À ce moment-là, dans les regards de Félénor, l'on pouvait discerner de la fierté, celle de voir qu'il ne s'était pas trompé sur le fait que ce garçon était hors du commun. Puis Eliakim continua avec Evanum Exeras. Tout d'abord, dès son ouverture, je fus transporté dans un endroit. Il y avait là le dieu émeraude dont j'avais fait mention, s'entretenant avec un être caché dans une lumière impénétrable. Un être qu'il surnommait étrangement Père, lui décrit le garçon. Je vois. Et as-tu une idée de qui ça pourrait être? Questionna tout de suite l'être qui était maintenant plus que concentré, fixant intensément le jeune esprit. Son être entier se délecta de chaque détail que donnait
le garçon. Il n'en manquait pas un brin, étant constamment suspendu aux lèvres du jeune être. Pas exactement. Je ne pouvais moi-même pas le voir, mais j'ai pu quand même reconnaître le dieu émeraude, affirma le jeune Eliakim. Il a bien pris en maturité, mon garçon. Ça se sent. Je l'avais jugé assez mature pour endosser les réalités de ce livre, certes, mais là, il m'envoie bien au-delà de mes espérances, se disait l'homme en lui-même. T'inquiète pas, ce n'est pas très grave. Y aurait-il une autre chose? Finit par lui demander le magnat savant. À cette question, Eliakim lui expliqua les détails de la conversation qu'il avait surpris jusqu'à son enlèvement dans le jardin d'Éden. À Éden, Ephdan et Nive étaient enveloppés d'une sorte de lumière. En plus, je croyais qu'ils n'étaient que deux. Mais il y avait d'autres êtres à l'aspect étrange. Dites-moi, maître, qui étaient-ils? Continua le garçon. À l'entente de cette question, le magnat savant prit un moment avant de répondre. Mon cher garçon, si tu veux tout savoir, il est bel et bien normal qu'il y ait d'autres êtres en Éden. Ceux-ci étaient les premiers enfants d'Ephdan et Nive, des êtres qui sortaient directement d'eux par le moyen de la fécondité, de la multiplication. Fécondité, de la multiplication, tiqua immédiatement le jeune garçon. Oui, c'est un peu comme chez nous. Par les bonnes vertus que nous envoyons au royaume, ayons-nous bénis à chaque saison de jonification vectorienne. Ces êtres que tu as vus étaient engendrés des premiers hommes, étant directement fils de leur vertu, expliqua Félénor plus précisément au garçon. Alors, qu'en était-il de Caïn et Abdel? Posa encore Eliakim, cherchant à avoir de plus amples détails. Dans le chapitre 3 du livre sur le monde des humains, quelle sentence Élion prononce-t-il sur Nive? Interrogea Félénor. Élion a déclaré: je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour accoucher. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Répondit le garçon. De ce fait donc, tu comprends que si en Éden, il y avait pour la femme un moyen moins douloureux d'accoucher et une sexualité plus vaste, cela devient plus compliqué hors d'Éden. La femme connaît des grossesses plus douloureuses et une sexualité différente, celle de la domination, la même qui depuis lors est pratiquée des humains et qui découle de la véritable. Expliqua encore Félénor, qui s'efforçait de donner des détails sans pour autant envoyer le garçon dans une plus grande confusion. Ah, je vois. Sexualité plus compliquée et grossesse plus compliquée.
Caïn et Abdel seraient donc le fruit d'une sexualité de la domination, affirma le garçon qui semblait avoir été éclairé d'un grand savoir. Tout à fait, mon garçon. Ce sont des enfants dans la chair qui eux aussi ont donné naissance à plusieurs enfants dans la chair, fondant l'actuel monde des humains, acquiesça le mania félin. Le garçon avait pour ainsi dire obtenu réponse à nombre de ses questions. Mais toutefois, une chose encore le tourmentait. Une chose qui a failli le faire douter des choix des lions lui-même. Mais cela, il n'oserait pas le dire à son maître. Maître, il y a encore une chose que je voudrais vous demander. Si Élion savait que l'homme allait lui désobéir, pourquoi avoir placé l'arbre de la connaissance dans le jardin? Pourquoi le rendre aussi magnifique à la vue que celui de la vie? Pourquoi le mettre là, au centre? Posa cette fois-ci avec insistance le jeune Eliakim. Parce que tu l'as aussi vu, cet arbre, éclata de rire Félénor. Étaient-ce là les seuls arbres que tu as vus? Non. Tout autour, il y avait beaucoup d'autres arbres qui avaient des fruits, et au milieu du jardin, celui de la connaissance et celui de la vie, s'empressa de répondre Eliakim. Mais je ne comprends pas. Élion lui-même a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Alors, pourquoi le laisser encore là, dans le jardin? Posa une nouvelle fois le garçon. Oui, je vois mon garçon. Maintenant donc, écoute. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Toi, choisis la vie et tu vivras, interrompit le jeune Eliakim. Vois-tu l'œuvre qu'Élion a fait pour ses fils? Élion reconnaît son fils en ce qu'il a la connaissance du bien et du mal, et qu'il soit capable de toujours choisir le bien. En d'autres termes, en disant cela à Ephdan, Élion voulait tout simplement lui dire qu'il n'était pas assez mature pour choisir le bien. Et donc, le jour où il mangera du fruit de la connaissance, il choisira la mort au lieu de la vie. Tous les arbres donc du jardin étaient pour sa croissance, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de goûter à l'arbre de la connaissance. Argumenta longuement le magnat savant. Oh, je vois. Alors, même l'arbre de la connaissance lui était destiné? Les voies du Seigneur sont vraiment insondables. Ainsi donc, les fils connaissaient le bien et le mal, mais ne sont jamais tentés par le mal, dit le garçon tout souriant, après avoir entendu de si grandes révélations venant de son maître. C'est dommage qu'ils aient été déchus pour une chose pareille. Mais pourquoi ont-ils été encore ramenés sur terre s'ils étaient déjà sur terre? Finit par encore demander le jeune plus curieux que jamais.
Mon petit Eliakim, tu ne finiras jamais de m'ébahir avec tes questions, plus compliquées les unes que les autres. Éclata une nouvelle fois Félénor. Qu'appelles-tu terre? Demanda-t-il encore au garçon. Eh bien, la terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, maître? Murmura le jeune esprit, n'étant pas très convaincu de sa réponse. Tu es beaucoup trop drôle, mon garçon. Alors, pour ton exploit, je vais te récompenser en te donnant plus qu'une réponse, déclara tout de suite Félénor. Alors, le magnat ordonna au garçon de poser ses mains sur les siennes et de fermer les yeux. Un moment, ce qu'il fit sans poser ne serait-ce qu'une question. Lorsque le jeune Eliakim ouvrit ses yeux une seconde plus tard, lui et Félénor se trouvaient dans un endroit rempli tout autour de monde, à perte de vue, et du soleil au centre. Maître, vous voyez ça? C'est le soleil, le grand astre des humains, fit-il à Félénor en pointant du doigt. Je me demande où nous sommes, s'interrogea le garçon. La terre des Golteros est proche des poussières de l'Orient, dans le vent est de sa plénitude. Leur astre est à mi-chemin entre la queue du zodiaque et les étoiles d'Orion. Ils sont la 13e constellation du zodiaque, inconnue de plusieurs. Ils font le pont entre la grâce de l'Orion et le zodiaque qui va vers les premiers cieux et la terre des hommes. Leur étoile est fragmentaire et multiple. Eh bien, nous sommes à un endroit qu'on appelle les extrémités de la terre, lui répondit Félénor. Les extrémités de la terre? Nous ne serions pas un tout petit peu loin de la terre, là? Demanda encore le jeune garçon, tout stupéfait. Écoute bien, Eliakim. Le nom du premier homme, Efdan, a beaucoup plus de signification pour nous que pour les humains. Les humains l'appellent celui qui est tiré de la terre. Mais chez nous, Dan signifie le sol, donc celui qui est tiré du sol. Tout ce que tu vois là, devant toi, est ce qu'on appelle réellement la Terre. Donc, tout le système solaire, comme le disent les humains, au-delà de ses extrémités, on touche directement aux différents cieux, explicita Félénor, qui avait toujours saisi les mains du garçon. Waouh! Merci, maître Félénor. C'est la première fois que j'entends pareille chose. Alors, Efdan a été renvoyé sur le sol, la terre, d'où il a été tiré, donc le monde des humains. Je note cela bien dans un coin, dit Eliakim. Voilà, tu comprends vite. Allez, il est maintenant temps de rentrer. J'ai affaire. Sur ces mots,
En un battement de sourcils, Eliakim fut ramené dans le hall de son dormitorium, seul avec un message de Félinor sur son appareil électronique, lui disant de retourner à ses appartements afin de s'y reposer un moment. Mais alors qu'il ouvrait le message, son ami Jeshoa lui fit signe. « Eh oh, Eliakim !» Alors, on fuit ses amis maintenant. Au même moment, dans la chambre secrète de la salle du trône, se tenait une rencontre des plus inhabituelles. Je cite, « Dans cet endroit se trouvait le dieu Émeraude, dont j'avais fait mention, s'entretenant avec un être caché derrière une lumière impénétrable, un être qu'il appelait étrangement Père, dit Félinor. Père, lumière impénétrable, as-tu une idée de qui il s'agit ? Lui demanda Ulysse III, qui tenait en main un exemplaire du rapport. Non, monseigneur. Le garçon lui-même n'en avait aucune idée, répondit le magnat savant. Serait-ce Dieu ? Et si oui, pourquoi l'appellerait-il Père ? Demanda le magnat suprême qui arborait à sa tête, semblable à un épi de maïs, un arc-en-ciel de couleurs, signe de son autorité, de souverain guide de leur étoile. En effet, les habitants des étoiles vectoriennes sont constitués de diverses espèces d'esprits. Nous y rencontrons des entités avec des corps d'étoiles, distincts en couleurs. Ils sont tachetés de petites graines de lumière, bleues et rouges en majorité, avec différentes couleurs magnifiques qui font leur aspect. Ils se meuvent comme un son de particules pour les plus évolués, car leur mode de déplacement est illimité. Ce sont des esprits pouvant avoir l'apparence d'animaux mystérieux, de pierres, de sol, de gouttes d'eau, d'étoiles. Mais ils ont tous en commun des aspects d'hommes, de femmes et de fleurs de végétaux en majorité. Je n'en ai aucune idée, monseigneur, mais je peux vous assurer que ce sont les informations claires que j'ai reçues d'Eliakim lui-même, rétorqua-t-il, essayant de répondre le mieux possible au magnat suprême. Je le sais, Félinor, je le sais. Mais toutes ces informations sont incompréhensibles. Selon ce qui est écrit ici, le petit prodige dit avoir aperçu Ephdan et Niv, regardant constamment l'arbre de la connaissance, le convoiter jusqu'au jour où ils l'ont goûté. Crois-tu que cela soit véridique ? Lui demanda encore Ulysse. Il n'est pas impossible que cela soit arrivé, vu le nombre de temps qu'ils ont passé en Éden, et aussi la grande beauté de cet arbre, déclara Félinor. Je vois. Toutes ces informations sont d'une importance capitale. Je sens que les choses vont bientôt changer, mon cher Félinor. Elion fait souffler un nouveau vent, et ce vent pourrait être en rapport avec ce fameux dieu Émeraude, déclara le souverain,
qui à première vue avait l'air inquiet. Sinon, comment va-t-il, le petit, après cette expérience? Questionna Ulysse III, un peu perturbé par les nombreuses choses qu'il a vues. Mais il se porte bien, grand maître, répondit le magnat. Tu l'as envoyé aux extrémités de la terre. N'est-ce pas trop tôt pour lui? Posa le souverain au magnat savant. J'ai appris à mes dépens que rien n'est trop tôt pour ce petit prodige, monseigneur, déclara Félénor, le visage plein de conviction. Merveilleux, Félénor, merveilleux. Tu as fait du bon travail. Tu peux maintenant disposer. Finit de dire le vieil homme avant que Félénor ne s'en aille. Le vieil homme, désormais tout seul, était assis, lisant avec grande attention chaque ligne du rapport de Félénor. Mais toutes ces choses concernant le dieu émeraude lui étaient incompréhensibles. Ce bout de rapport qu'il tenait en main venait réveiller en lui des inquiétudes qu'il aurait du mal à supporter pour son âge victorien déjà très avancé. Une chose nouvelle, dont il ignorait tous les rouages, allait bientôt pointer le bout de son nez et faire partie du lot des surpris, étant plus qu'effroyable pour le souverain.